merci de votre accueil. Aujourd'hui, je vais parler de la mort climatique, un topo qui a pris forme au sein de ma propre production artistique à partir de séries telles que Panorama de l'Anthropocène et Zombies capitalistes. Grâce à ces corpus, j'ai accentué mon éveil envers les phénomènes climatiques et leurs changements continuels qui, ultimement je crois, proviennent des relations économiques défectueuses entre les riches et les pauvres. Comme en témoigne le politicien économiste John Mellon Foster, le climat fait partie des nombreux signes de l'épuisement planétaire avec l'acidification des océans, l'amincissement de la couche d'ozone, la perte de biodiversité, la perturbation des cycles d'azote et de phosphore, la désertification, la pollution chimique, radioactive, et j'en passe. Tous ces phénomènes semblent liés ensemble lorsque nous parlons de changement climatique, car, comme nous le verrons très vite, ils supportent tous une ardente charge émotive et psychologique. Cette charge interne constitue précisément ce que j'appelle la mort climatique, une aura omniprésente qui semble hanter la psyché de chacun, le muet sentiment d'une disparition inévitable, la mort inéluctable de notre écosystème planétaire tel que nous le connaissons, et aussi la mort de notre économie telle que nous la connaissons. Qu'on le veuille ou non, ces systèmes se sont abattus sous la grande accélération du capital dans l'hémisphère occidental depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et puis globalement dans tous les hémisphères depuis la fin de la guerre froide. Ce processus capitaliste mondialisant est fondé sur une croissance infinie des marchés par l'extraction illimitée de ressources naturelles, qu'elles soient minérales, florales ou fauniques, et sur une exploitation illimitée des ressources humaines issues de la productivité travailliste des classes, des races et des genres subordonnés. Notre réponse collective à cette mort prochaine du climat ressemble étrangement à ce que Elisabeth Kubler-Ross appelle les 5 étapes du deuil. Cette psychiatre suisse-américaine identifie une séquence d'émotions en lien avec la rencontre de notre propre mortalité, une réaction en chaîne que l'on aura par exemple en recevant un diagnostic de cancer en phase terminale. Je crois que c'est aussi le cas pour les changements climatiques, notre réponse collective devant la mort de notre écosystème et bientôt devant la fin de notre civilisation. Les 5 étapes du deuil de Kubler-Ross sont le déni, la négociation, la colère, la dépression et enfin le consentement. Le sentiment, plus immédiatement lié aux révélations du changement climatique, la première et la plus forte réaction des sociétés capitalistes face à l'effondrement de la nature et aux extinctions de masse, c'est le déni du changement climatique. Mais la vérité du changement climatique est bien documentée, c'est dommage démontré, même par les recherches privées d'ExxonMobil, confirmant depuis 1977 les véritables conséquences de la consommation exponentielle des combustibles fossiles. Et pourtant, au lieu de partager ces faits ou de changer leurs pratiques, les lobbies pétroliers se sont jurés de cacher ces données, nier ces rapports et commanditer des chercheurs corrompus pour contredire nos observations du climat, pour détourner et différer toute réglementation contre leurs usines à profit. Mais une fois le déni devenu impossible par le bris continu des records de chaleur, la prolifération de tornades, d'ouragans et d'inondations d'un côté du globe et de l'autre de feux de forêt, de sécheresse, fonte de glaciers, smog, tempêtes de sable et ainsi de suite. Une fois que tout cela devient indéniable, advient la deuxième phase du deuil climatique, c'est-à-dire la négociation. Depuis une vingtaine d'années, un consensus global de nations et de multinationales admet à contre-cœur que oui, le changement climatique existe, mais que non, ce n'est pas de notre faute.
Parmi celles-ci, British Petroleum esquive habilement leur verdict de culpabilité quand en 2004, ils inventent l'expression « empreinte carbone ». En effet, ce terme à la mode détourne l'attention du public à l'égard des pratiques toxiques de cette industrie globale en accusant plutôt les consommateurs de polluer individuellement l'environnement. Entre-temps, les évidences s'accumulent pour démontrer clairement que les centres industriels produisent plus de 80% de la pollution jetée sur notre planète. Selon le géographe Matthew T. Huber, les usines industrielles et l'agriculture intensive génèrent le plus gros des dégâts écologiques avant même que leurs produits respectifs ne soient prêts à consommer. En outre, les marques de commerce mondiales maximisent leur marge de profit via l'externalisation des chaînes de montage vers des pays lointains, allongeant ainsi les chaînes d'approvisionnement et par ce fait, elles décuplent le volume de gaz d'échappement des bateaux et camions-camions. Ces liens de production et d'approvisionnement, déployant des produits à usage unique, emballés séparément dans des boîtes jetables, ces articles qui se brisent et se démodent par l'obsolescence programmée et les tendances éphémères, n'ont rien à voir avec l'idéologie de la liberté du choix individuel. Les enjeux discutés lors des forums économiques mondiaux, des conférences COP et d'autres sommets sur le climat visent simplement à duper les consommateurs, de les convaincre d'acheter de nouvelles voitures, de nouvelles maisons unifamiliales et d'autres biens bonifiés d'une mise à niveau électrique. Mais quel que soit le modèle de voiture, celle-ci dérobera l'espace des habitats sauvages, puisque les véhicules électriques utilisent autant de routes, autant de stationnements, et le poids ajouté de leur batterie nécessiteront encore plus d'énergie pour leur déplacement. Les vastes étendues de parcs éoliens et solaires n'ont que modérément réduit notre empreinte collective pour couvrir à peine 12% de nos besoins croissants en climatiseurs, radiateurs, machines à laver, à sécher, cuisinières et tondeuses à gazon. Et n'oublions pas nos besoins d'alimenter ces machines qui coupent les arbres et pavent les routes, nous conduisant à nos ménages de banlieue et nous menant compulsivement à ramasser encore plus d'électroménager. L'attrait du recyclage commence aussi à perdre de son charme. L'idée selon laquelle nous sauverons la nature en recyclant nos tenues de mode éphémères, nos technologies de désuétude planifiées, nos bouteilles d'eau et nos capsules de café à usage unique est fausse. Océana et bien d'autres organismes étudiant la pollution d'objets synthétiques ont démontré que seulement 9% des déchets plastiques accumulés depuis 1950 ont été recyclés. Ces actes de récupération n'évoquent en fait qu'une solution irrationnelle pour négocier avec la mort climatique, un rituel insensé de déplacement des déchets en boucle dans un cercle vicieux. À voir si aisément que la négociation climatique ne fonctionne pas, une troisième forme de deuil émerge, une colère surgit en réaction à l'immobilisme des négociations en vain. Dans les rues des grandes villes, la haine fermente avec la prolifération des dissidences contre l'intensification des guerres pour monopoliser les ressources à l'étranger et contre l'État policier pour menotter les pauvres chez eux. De plus en plus, ces manifestations ont lieu dans les musées d'art, lieux privilégiés pour défier ce que Pierre Bourdieu appelle le capital culturel, telles les récentes agressions de Just Stop Oil auprès de chefs-d'œuvre de Picasso et Van Gogh. Ceci, en parallèle des luttes d'Extinction Rebellion contre le capital politique, Black Lives Matter versus le capital des droits civiques, Idle No More versus le capital des territoires ancestraux, et Greta Thunberg contre le capital académique en boycottant son école pour confronter le changement climatique. Toutes ces actions transforment notre deuil commun envers un monde mourant, le transforment en révolte contre ces industries en train de tuer le monde, en perpétuant des modèles d'affaires plaçant le profit avant le bien-être des peuples et de la nature.
Malheureusement, cette colère est aussi dirigée contre les masses croissantes de réfugiés climatiques. Quand la compassion devrait aider à nous voir en eux, à marcher dans leur sommeil, quand ils fuient de leur maison, inondés par les moussons, brûlés par les feux de forêt, leurs fermes et leurs ateliers, ravagés par les chantiers de la guerre. Plutôt que voir tout ceci avec compassion, le nationalisme nous aveugle. Il nous divise entre le camp du soi-disant Occident collectif, l'OTAN contre les pays émergents du BRICS, des camps qui décident de nouvelles formes géopolitiques et produisent toujours plus d'inflation énergétique, de pénurie alimentaire, de maladies et de pollution par le gaspillage. Mais encore, la colère aussi s'apaisera, et la mort imminente d'un climat protecteur déclenchera bientôt une autre étape du deuil par la dépression. La dépression climatique affectera bien plus que les capitalistes attristés par la perte de leur fortune, tombés des nues du pic pétrolier et autres insanités extractivistes. La dépression climatique pourrait bien affecter une grande disproportion des plus jeunes de nos sociétés, les personnes confrontées à une plus longue durée de vie de ce monde dystopique à venir, donnant peu d'espoir pour un avenir nourricier. Cette dépression se manifestera par l'anxiété, l'introversion, l'insomnie, mais aussi par une perte de motivation ou de volonté pour lutter contre la mort climatique. En effet, cette dépression pourrait nous inonder des pires effets du changement climatique, puisque si notre désespoir se traduit en passivité, plus aucune résistance ne viendra à l'encontre des industries à profit, et ainsi elles poursuivront leurs extractions jusqu'à ce que le dernier dollar soit brûlé au fond de leur mine. Mais alors que la dépression climatique annonce un périlleux moment d'auto-anxiété, ce temps de doute réflexif devrait tout autant revitaliser la fougue des manifestants envers et contre tout. Comme le Sisyphe de Camus, la contemplation de notre sort maudit pourrait très bien devenir une étape essentielle pour accepter l'absurdité de notre combat et pour ensuite nous engager pleinement dans sa cause, tout en sachant que cette cause est déjà perdue d'avance. Le climat changera quoi que nous fassions, et pourtant il n'est jamais trop tard pour résister aux victoires du capitalisme. La Terre se réchauffe déjà de plus d'1 degré. Les ouragans et les feux de forêt y sont déjà déchaînés. Pourtant, si les entreprises continuent à brûler les combustibles fossiles jusqu'à la dernière goutte d'eau seule, les températures globales pourraient bien s'élever de 8 degrés encore, et dans ce cas, plus aucune civilisation humaine ne survivra, y compris celle du capitalisme. Nos seuls choix sont donc: arrêtons le capitalisme tout de suite, ou la nature l'arrêtera plus tard, beaucoup plus violemment. Après le déni, la négociation, la colère et la dépression, faisons la paix à la dernière phase de la mort climatique, à l'atteinte du consentement. Nous devons tous accepter le plus tôt possible, accepter la fin de l'Holocène que nous connaissons et ses 10 000 ans passés de climat stable, permettant à l'agriculture et aux industries de fleurir. Ces fonctions étaient impossibles lors des périodes glaciaires précédentes et elles le resteront pour les périodes chaudes à venir. Et plus nous retardons cette ultime étape du consentement, d'accepter la finitude de cette planète, plus nous nous rapprocherons de ce que Bellamy Foster appelle les limites planétaires, et plus nous nous trouverons sous des conditions climatiques hostiles à toute vie sur Terre. À l'approche des réchauffements à venir, l'humanité luttera sans doute pour sa survie, et ainsi, son seul bien sûr sera d'unir ses forces. Les idéologies de compétition et de la survie du plus fort se mutera en principe de la force du plus grand nombre. Le rôle de chef dans ce contexte ne sera pas donné à des égoïstes avares, mais au contraire aux gens partageant leurs biens les plus précieux et leurs compétences les plus utiles avec le reste du groupe. Mon espoir réside à cette étape finale du deuil climatique,
après avoir franchi les seuils du déni, de la négociation, de la colère, de la dépression et du consentement, nous verrons que le seul plan de survie possible sur cette terre est celui sans capitalisme. Le capitalisme doit partir. Des relations non transactionnelles doivent émerger d'humain à humain, d'humain à animal, végétal et minéral, pour que santé et fortune découlent de chacun selon leurs capacités, vers chacun selon leurs besoins. En effet, ici je cite librement Marx, mais simplement pour l'opposer à l'infâme refrain de Louis XV, « Après moi le déluge », exprimant une pathétique indifférence envers la ruine de ce temps et lieu, comme tant de nos présents dirigeants tirant profit de l'épuisement planétaire. À cette dernière étape du deuil climatique, de gaspiller son énergie sur des jeux plus sociaux, tenter de faire aussi bien que ses voisins, faire preuve de grande classe et de capital culturel via une consommation ostentatoire, ces comportements seront vus comme des signes de déclin social et l'envers de l'altruisme. Désormais, nos relations sociales devront rester intersectionnelles et coopératives, unies pour guérir les maux universels de la famine, de la guerre, de la maladie. Pour mettre fin aux divisions de classe, de race et de genre, ainsi qu'aux séparations entre humains et non humains, il est impératif de revaloriser la nature, non plus comme un état sauvage à conquérir, mais plutôt une totalité dans les univers de la vie, des choses et de la matière, une nature qui à jamais poursuivra son rôle de nous contenir tous.